Aujourd'hui, à l'audition de Madame Françoise Gatel, bien connue de cette maison, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, dans le cadre de l'examen des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, inscrit dans le projet de loi de finances 2026. Traditionnellement, cette audition est aussi le moment d'aborder plus généralement le soutien financier de l'État aux collectivités territoriales, qui ne se limite pas, et chacun le sait, à cette mission. Comme vous le savez, l'examen du budget s'inscrit pour la deuxième année consécutive dans un contexte marqué par l'impératif de redressement de nos finances publiques. Et à travers l'examen de la mission Relations avec les collectivités territoriales, se pose nécessairement la question de la participation des collectivités à l'effort budgétaire collectif. Une question qui, vous vous en doutez, nous intéresse tout particulièrement, notamment Monsieur le rapporteur. Nous y serons d'autant plus attentifs que, conformément aux annonces du président Larcher, président du Sénat, l'examen du projet de loi de finances par notre Assemblée sera l'occasion de réexaminer l'effort budgétaire demandé aux collectivités en 2026. Nous vous invitons donc, Madame la Ministre, à nous présenter les évolutions des crédits de cette mission, ainsi que les dispositifs portés par les articles qui sont rattachés. Et nous aurons l'occasion, après vous avoir cédé la parole pour une présentation d'une quinzaine de minutes, de débattre sur la base des questions qui vous seront adressées par le rapporteur Jean-Michel Arnaud, ainsi que les autres membres de la commission, probablement. Madame la Ministre, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de votre invitation à m'exprimer devant votre commission sur la mission Relations avec les collectivités territoriales et plus largement sur le portefeuille ministériel. Vous m'avez invité, Madame la Présidente, je serai brève parce qu'on aura peut-être des questions et l'occasion d'y revenir, sur le contexte général et je terminerai, si vous voulez bien, par le point précis sur le budget. La première chose, on a un enjeu, et le Sénat le sait, de relations entre l'État et les collectivités territoriales, ces relations ayant besoin de s'appuyer sur plus de confiance, qui m'amène à parler rapidement de ce que le Premier ministre indiquait, cette décentralisation, cette volonté qui devrait aboutir à un projet de loi qui pourrait sortir, on va dire, un peu avant Noël pour être examiné en mars au Sénat. Il ne s'agit pas d'un grand soir, il s'agit de préciser des choses, notamment de clarifier les compétences, de définir des responsabilités, parce que je pense que nos concitoyens n'y comprennent rien. Les élus eux-mêmes, parfois, sont un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de monde à s'occuper de tout. Tout ça produit de la lenteur dans l'action publique, du surcoût très souvent, et en tout cas une grande fatigue des élus, mais une fatigue aussi démocratique, et ce qui n'est pas la moindre des préoccupations. Donc ce texte va être travaillé d'une manière simple, et je profite pour vous l'annoncer. Nous avons recueilli les suggestions de tous les maires qui ont été, ils ont tous été invités à faire des propositions, les présidents de départements, de régions, les présidents des deux chambres, les présidents des délégations, ainsi que les préfets qui ont rendu leur copie le 15 novembre. Et depuis lors, nous sommes en train d'analyser ces propositions et très rapidement, nous organiserons à Roquelaure une réunion de restitution des propositions que nous avons reçues avec les représentants des élus et un échantillon de parlementaires. Et je proposerai au groupe qui le souhaite de venir vers eux pour un échange sur le sujet. Donc l'idée ou la volonté, c'est d'avoir un pilote qui est clairement identifié, c'est l'État, sous la forme d'une responsabilité ministérielle ou d'un préfet, et une collectivité avec, je le souhaite, en tout cas un travail qui jusqu'ici dans les réformes territoriales n'a pas été fait, c'est de quoi s'occupe l'État. Et on sait que ce n'est pas simplement que du régalien, ou le régalien, je prends l'exemple de la sécurité ici, vous le savez bien, la sécurité intérieure, c'est à la fois une compétence régalienne, mais une articulation aussi avec les polices municipales. Donc décentraliser, ça n'est pas pour l'État se retirer, c'est affirmer un État fort et puissant dans les territoires avec un pouvoir donné au préfet de chef d'orchestre de l'ensemble des services et agences de l'État et un pouvoir d'appréciation pour parfois adapter la norme ou la contrainte à la collectivité ou parfois à l'importance du sujet. Donc il y a une consultation en ligne des élus locaux que vous avez ouverte pour compléter notre
on dirait, notre investigation. Donc moi, je serais très heureuse de la recevoir. Donc l'État doit rester un État stratège, un État régalien et un État péréquateur, parce qu'à un moment, il faudra aussi parler l'argent. Et en tout cas, nous devons être dans une forme de circuit court en matière de décision, avec un principe de subsidiarité, avec une exigence d'efficacité, ce qui suppose aussi, et j'en parlerai, que nous évaluions les lois et les normes. Et le deuxième point, après la décentralisation, c'est le sujet de la simplification. Le Premier ministre a annoncé au Congrès des maires une première série de mesures de simplification, notamment autour de Noël, et je souhaite que nous soyons dans une démarche exigeante, endurante, qui correspond, je crois, à la volonté du Sénat, qui, il y a quelques années, par le biais de la délégation collectivité, avait signé avec le gouvernement une charte de simplification. Donc il s'agit d'avoir une norme qui est adaptée, qui est plus précise, qui est évaluée, et nous devons être sur un travail aussi d'évaluation et d'apurement du stock. Donc il y aura aussi un roquelaure de la simplification 2, puisque mon prédécesseur François Rebsamen avait déjà organisé un premier épisode. Et donc ce chantier sera fait pour le stock à partir du travail de Boris Ravignon, avec le CNEN qui est piloté, vous le savez, par Gilles Carrès, qui est très rigoureux et très à l'affût de la norme, et puis avec les membres du CNEN dans lequel il y a des parlementaires. Et puis je pense qu'il faudrait qu'un jour nous nous attaquions au flux en favorisant l'expérimentation et en favorisant l'évaluation, sur lequel je crois nous sommes extrêmement défaillants. Je prendrai comme exemple la loi ZAN, sur laquelle le Sénat est déjà intervenu 2 fois pour corriger des choses que sans doute y a-t-il eu un défaut d'étude d'option et d'impact. Donc naturellement, le travail fait par le Sénat, qui est considérable à la fois sur la décentralisation et la simplification, nourrit nos travaux. Nous avons toute la matière. Et maintenant, je pense qu'il faut, pardonnez-moi un mot que j'emprunte à quelqu'un à qui je ne ressemble pas du tout, il faut se déconstruire. Cela veut dire que quand nous fabriquons la loi et la norme, nous devons procéder d'une manière différente, que nous soyons l'État ou les parlementaires. La norme, elle doit être pertinente et elle doit être juste. Vous savez, Portalis qui siège, enfin pas qui siège, mais qui trône, si je puis dire, qui est debout devant tous les sénateurs, disait que la loi, elle est faite pour les hommes et non pas les hommes pour la loi, ce qui nous invite à plus de sobriété et de simplicité. Il y a d'ailleurs une loi qui est en cours d'atterrissage, si je puis dire, la loi sur la simplification, qui devrait, j'espère, avancer, et j'aurai l'occasion de reparler à la fois des propositions que nous ferons de simplification au moment de Noël, mais d'ores et déjà, il y a 7 décrets de simplification en matière de gestion RH des collectivités. 4 ont été publiés, et il y a ce fameux décret qui est une sorte de Père Noël de la norme, si je puis dire, mais beaucoup plus sobre que la liste des cadeaux que chacun de nous peut adresser au Père Noël. Enfin, il y a donc le statut de l'élu. Madame la Présidente, vous m'interrogiez. Nous pensons que le texte est inscrit à l'Assemblée les 8 et 9 décembre. Nous œuvrons pour qu'il soit conforme, afin que nous sortions de cet épisode, parce qu'il est temps de conclure. Je rappelle que chaque année, il y a près de 450 maires qui démissionnent, et naturellement, nous inscrirons dans le PLF les dispositions prévues, statut de l'élu, c'est-à-dire revalorisation des indemnités, augmentation de la DPEL, mais nous inscrirons aussi les conséquences de l'annonce que le Premier ministre a fait au Congrès des maires la semaine dernière, ou à la suite du courrier qu'il leur a adressé à sa prise de fonction, reconnaissant la fonction, entre guillemets, enfin j'aime pas le mot agent de l'État, mais reconnaissant les actes assumés et obligatoires, assumés de manière obligatoire par le maire au nom de l'État, annonçant dans cette lettre la reconnaissance. Et il a donc annoncé au Congrès des maires qu'il y aurait
une indemnisation à hauteur de 500 € annuels pour chaque maire au titre de l'indemnisation, si je puis dire, des actes exécutés par l'État. Ces 500 €, c'est un tarif unique, si je puis dire, pour la commune, quelle que soit sa taille, et ce sera donc inscrit au budget naturellement. Sur la protection des élus, on a notamment la clarification, on a aussi la clarification du droit pénal, l'extension automatique de la protection fonctionnelle, on l'a vu et je ne reviendrai pas sur les dispositions du statut de l'élu, parce que je remercie le Sénat, mais vraiment très sincèrement, du travail très constructif et très positif qui a été conduit sur le statut de l'élu, notamment sur la prise illégale d'intérêt. Merci Madame la Présidente et merci au rapporteur. Alors j'en arrive maintenant aux questions d'argent. Voilà, parce que c'est pas comme ça que tout se termine, mais enfin, on sait pas. Mais en tout cas, c'est ce que vous attendez. Alors, les grands enjeux du PLF 2026 sur la mission RCT, mais de manière générale, voilà, chacun d'entre nous connaît le sérieux, la gravité de la situation. Notre pays a une dette de 3 400 milliards d'euros, n'a pas connu de budget équilibré depuis plus de 50 ans, et chaque heure qui passe, c'est une aggravation de la dette de 12 millions d'euros, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et nous avons la chance que 2025 n'est pas une année bissextile, mais le sujet est des plus sérieux. Alors, je rappelle, avant d'entrer dans le détail, l'ordre de grandeur des transferts par l'État aux collectivités, c'est donc 155 milliards d'euros sous forme de dotation, de fiscalité transférée ou d'accompagnement ciblé, et la mission qui nous intéresse et les questions qui sont souvent posées ne portent pas sur la totalité de ces crédits, mais soit sur le périmètre de cette mission budgétaire, ces 3,9 milliards, ou sur les dotations. Donc le budget pour les collectivités a été monté dans ce contexte de redressement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser dériver ces finances, parce qu'à un moment, on ne parlera même plus de baisse de dotation aux collectivités, mais on aura juste un énorme problème pour financer les services publics, les fonctionnaires, d'autres pays l'ont connu. Et en tout cas, donc nous avons ce contexte d'obligation de redressement. Ça veut dire qu'il faut aussi se restreindre sur les dépenses, et je pense que la mission de simplification des normes dont je parlais y contribue. Vous connaissez l'exemple qui a été donné par le Premier ministre, qui est un exemple qui peut paraître assez ridicule mais très intéressant. C'est l'obligation qui a été faite aux collectivités de vidanger les piscines tous les ans, alors même que la qualité de l'eau est mesurée tout le temps. Donc vous jetez par la fenêtre, si je puis dire, l'eau est l'équivalent de 30 millions d'euros. Ça, c'est corrigé. Donc vous voyez qu'on a, dans des normes plus raisonnables aussi, de l'optimisation de budget. Mais en tout cas, nous, vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est un budget, on va dire, de responsabilité et de solidarité, et que le budget tel le projet de loi de finances présenté par le Premier ministre appelle effectivement à une contribution des collectivités. Alors, je le dis tout de suite, il n'a jamais été dit par ce gouvernement, et moi vous ne m'avez jamais entendu dire que les collectivités seraient dépensières, qu'elles seraient déraisonnables. Voilà, les collectivités subissent un certain nombre d'obligations et qui les amènent à des dépenses obligatoires, et elles ont l'obligation d'un budget équilibré en fonctionnement. Donc on peut dire qu'elles ne sont pas responsables de la dette, ça c'est très clair, et qu'en même temps, je le dis, on ne peut pas simplement dire que c'est l'État qui dépense mal, ou qui dépense trop et qui est dépensier, parce que quand je dirais que le fonds de sauvegarde pour les départements qui a été créé il y a 2 ans, qui, dans le projet de loi de finances qu'on vous propose, est à 300 millions d'euros, il est porté à la demande du Premier ministre à 600 millions d'euros. C'est une aggravation de la dépense de l'État, mais vous voyez à qui est destiné ce fonds, au département, et donc, en fait, à nos concitoyens. Donc, la première chose, c'est que nous avons souhaité préserver les dotations de fonctionnement.
Je rappelle que nous n'avons pas touché aux dotations de fonctionnement. Vous avez même vu l'effort de solidarité important en matière de DSR et DSU, les deux ayant été augmentés. La première, la DSR, Solidarité Rurale, de 150 millions, la deuxième de 140 millions, parce que nous savons que les collectivités ont aussi des dépenses de fonctionnement qui augmentent. Donc le choix que nous avons fait, c'est de porter l'effort sur l'investissement. Alors je sais, on me dit oui, enfin c'est une folie parce que les collectivités représentent 70% de l'investissement public, ce sont des emplois, c'est vrai. En même temps, je rappelle que nous partons de la question d'origine, c'est-à-dire la nécessité de redresser nos finances, donc à un moment d'être plus frugal. Et que, très sincèrement, chacun ici le sait, une année de cycle électoral est une année où l'investissement est moindre. Donc nous avons fait le choix de faire, en quelque sorte, de demander un effort sur l'investissement, même si la DETR est à 1 milliard d'euros, bien sûr s'il y a un budget. 1 milliard d'euros, donc ça n'est pas négligeable. Et je vous dis tout de suite, je sais votre enthousiasme pour le FIT, tout le monde connaît. Ça se vend pas très bien, mais je vous dis pourquoi on l'a fait. D'abord, il y avait une demande de simplification en disant les dotations de l'État, ce sont les dotations de l'État. Quand on va aux inaugurations, alors moi j'entends le maire me dire j'ai de la DETR, j'ai de la DSIL, j'ai du fonds vert, enfin nos concitoyens, ils s'en fichent. C'est l'État qui a fait une subvention conséquente. Et puis, beaucoup d'entre vous siègent dans les commissions DETR départementales, ça m'est arrivé, et on ne cessait de supplier le préfet. Monsieur le préfet, si vous ne pouvez pas donner de DETR, vous pouvez peut-être donner de la DSIL. Et puis, quand il restait des fonds en fin d'année, au lieu de renvoyer les fonds à Paris, le préfet essayait d'optimiser son budget en allant soutenir des projets. Enfin, je pense que ça, c'est voilà, c'est la vérité de la vraie vie. Et que donc, nous savons que dans les différentes enveloppes d'investissement qui étaient proposées dans le FIT, il y a des fonds qui ne sont pas consommés et qui ne sont pas poreux. Vous ne pouvez pas passer d'une catégorie de fonds, par exemple pour les territoires ruraux, vous ne pouvez pas utiliser les fonds pour les territoires urbains. Et donc nous avons pensé, en bon gestionnaire, que peut-être que les parlementaires seraient contents de pouvoir utiliser une enveloppe. Bon, j'ai vu que ça ne marchait pas, mais qu'en tout cas, on ne peut pas laisser dire ce que j'ai entendu, y compris au Sénat, que le gouvernement supprimait la DETR. C'est 1 milliard d'euros. C'est l'absence de PLF 2026 qui peut supprimer la DETR. On est d'accord? Bon, voilà. Donc, enfin, peut-être pas, mais vous allez me le dire. Enfin, je poursuis rapidement, parce que le temps m'est compté. Soutenir les territoires ruraux, c'est ce que nous faisons. Je rappelle qu'il existe une dotation des aménités rurales. Alors, vous connaissez les dotations d'aménités rurales, qui sont quelque chose de très important, c'est la valorisation de la valeur ajoutée de nos territoires en matière de biodiversité, de paysages, mais aussi d'énergie renouvelable. Donc, c'est une prise en compte, une valorisation vraiment de la valeur de ce qu'on appelle des territoires ruraux, mais pas tous. Aujourd'hui, en 2026, cette dotation pour aménité rurale qui va aux communes qui appartiennent à ce qu'on appelle des espaces protégés, par exemple les parcs naturels régionaux, c'est 110 millions d'euros. Si le chiffre de 2023 vous intéresse, je peux vous le donner, il était de 41,6 millions. Donc on ne peut pas dire que tout aurait disparu. Ensuite, sur la stabilité de la DGF, je l'ai dit, après 3 années consécutives de hausse, on est à 790 millions d'euros. La réponse aux défis climatiques, monsieur le rapporteur, entre autres, je sais que ça vous intéresse, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler dans votre département, qu'il y a des catastrophes climatiques. Vous avez la fameuse DSEC, qui est une dotation qui intervient pour aider les collectivités à réparer des catastrophes. On l'a vu dans 3 départements, dont les Hautes-Alpes l'année dernière. Donc on a fait 40 millions supplémentaires pour la DSEC et une révision aussi des clauses. Enfin,
un renforcement des services publics de proximité comme le Sénat le demande, conformément à la promesse tenue. C'est l'augmentation des moyens dédiés aux France Service. Nous sommes à 45 000 € par maison France Service et nous atteindrons en 2026 les 2900 espaces. Nous en avons labellisé 61 maisons France Service supplémentaires lors du Congrès des maires et nous serons à 3000 en 2027. Alors, comme tout ce qui concerne les territoires vous intéresse, je voudrais aussi parler de l'annonce, et c'est plus que l'annonce, que le truc se déroule du Premier ministre sur France Santé. Le premier souci de nos concitoyens à la campagne comme à la ville, c'est l'accès aux soins. Toutes les collectivités ont entrepris des efforts conséquents pour, avec les professionnels, créer des maisons de santé, des centres de santé, etc. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, comme par exemple en Haute-Saône, il y a un dentiste pour 9000 habitants et que la MSA installe par exemple un bucobus ou fait des efforts considérables, nous pensons que l'enjeu pour nos concitoyens, c'est cet accès aux soins et que le gouvernement ne peut pas rester insensible à ça. Donc, dans l'esprit de France Service, le Premier ministre a donc labellisé dans la Manche, à 40 ans les marais, voilà 3 semaines ou 1 mois. Le premier France Santé, c'est un truc très simple, c'est à 30 minutes de chez vous, il y a un espace où il y a un médecin et une infirmière qui ont des tarifs conventionnés, qui vous donnent un rendez-vous sous 48 heures, qui fonctionnent du lundi au vendredi et qui assurent la continuité des soins. Et pour sécuriser, pérenniser, améliorer l'offre, on a par exemple dans des territoires qui veulent embaucher une secrétaire médicale ou faire venir des gens sur, par exemple, des nutritionnistes, etc. La promesse du gouvernement, c'est de labelliser des maisons France Santé 2000 en 2026, entre 15 et 20 dans chaque département avant 2025, avec une dotation de 50 000 €. Pourquoi 50 000 ? C'est exactement la contribution finale des données pour les France Service. Pour les... Oui, France Service, c'est ça. Donc, on corrige, enfin, c'est pas on corrige, on vient confirmer ou assurer ou tenir la promesse qui avait été faite par Jean Castex aux régions sur les instituts de formation en soins infirmiers. Donc là, il y aura une proposition dans le budget. Le fonds de sauvegarde des départements, qui n'avait pas été alimenté l'année dernière, qui était à 100 millions il y a 2 ans, est inscrit à 300 millions dans la loi de finances. Et donc le gouvernement entend porter ce fonds de sauvegarde à 600 millions €, considérant que les départements sont les collectivités les plus touchées et que 72% des dépenses des départements sont des dépenses obligatoires ou contraintes définies par l'État ou par la loi et qu'elles ne cessent d'augmenter. Et donc, voilà où nous en sommes. Alors naturellement, le budget vous est proposé. Il a été proposé dans un premier temps quand François Bayrou était ministre avec une contribution à hauteur de 5,3 milliards. La copie présentée par le Premier ministre Lecornu est à 4,6 milliards. Et donc la vie continue, si j'ai bien compris, puisque le budget est passé à l'Assemblée, il est maintenant au Sénat. Et je peux répondre à toutes vos questions. J'espère ne pas avoir débordé, Madame la Présidente. Mais je ne le crois pas, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je vais d'abord saluer les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances sur la mission RCT, que sont Monsieur Stéphane Sauterel, que je vois, oui, et Madame Isabelle Briquet, que j'aperçois, oui, en leur indiquant que s'ils le souhaitent, je leur donnerai la parole après que notre rapporteur de la Commission des lois, Jean-Michel Arnaud, a pu poser ses questions à Madame la Ministre. Et ensuite, les collègues qui souhaiteraient poser des questions, je les invite à s'inscrire auprès de Monsieur Miller. Bien, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je vais être bref dans mes questions
pour laisser de la place au maximum aux collègues membres de la commission des lois. Je commencerai d'abord par une demande de précision, Madame la Ministre, sur le volume global d'efforts demandés aux collectivités locales dans le projet porté par le gouvernement. On a abordé effectivement le chiffre de 5 milliards au départ, 4,7 milliards aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous préciser vraiment dans les détails la ventilation de ces efforts par nature d'efforts demandés et par niveau de collectivité locale? Le deuxième sujet concerne la problématique financière des départements qui se trouvent dans une situation, comme vous le savez, délicate. Ça a été souligné à plusieurs reprises, notamment au sein de la Commission des finances. Là aussi, je souhaiterais que vous nous apportiez des précisions sur la manière dont vous souhaitez accompagner les départements en difficulté. Enfin, deux dernières questions concernant les 200 millions d'euros que vous avez décrits comme étant une contribution conjoncturelle par le fait qu'on est en cycle première année électorale pour les élections municipales. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres années de référence sur les cycles semblables de 2020 par exemple et nous indiquer avec précision l'engagement du gouvernement à ce que ces 200 millions soient effectivement réintroduits perspectivement à partir de 2027, une fois qu'on aura passé le premier cycle, la première année du cycle électoral. Enfin, dernière question, vous avez fait vous-même allusion sur la prise en compte qui n'est pas actuellement actée dans le projet tel qu'il entre au Sénat des conséquences financières des nouveaux dispositifs introduits dans le cadre de la loi sur le statut de l'élu. Là aussi, j'aimerais que vous nous apportiez des précisions. La DGCL que j'ai auditionnée a indiqué qu'il serait nécessaire d'apporter un crédit de 23 millions d'euros pour accompagner les nouveaux dispositifs d'accompagnement prévus dans le cadre de la nouvelle loi sur le statut de l'élu. Qu'en est-il précisément? Est-ce qu'il s'agit, à travers ces 23 millions d'euros, d'apporter une contribution intégrale en fonction du niveau de strate démographique des collectivités locales à l'abondement des indemnités telles que prévues dans le texte? Pour préciser ma question, est-ce que pour les 17 000 communes de France de moins de 500 habitants ayant une valorisation de 66 € en moyenne par mois, lié aux 10% d'augmentation fois 12 fois 17 000, ça fait 17 millions d'euros, si je ne me suis pas trompé. Donc entre 17 et 23 millions d'euros, il reste donc 6 millions d'euros. Est-ce qu'avec ces 6 millions d'euros, vous avez la capacité d'accompagner tout le reste des financements à mobiliser en matière d'accompagnement et de valorisation du statut de l'élu tel que vous l'avez rappelé? Je crois que c'est un point important et c'est un point absolument nécessaire pour que les élus n'aient pas le sentiment d'avoir été... comment vous dire, mal accompagné financièrement, eu égard aux engagements pris dans le cadre de cette loi. Enfin, et c'est mon dernier point, nous avons été surpris de l'annonce du Premier ministre de l'attribution d'un crédit de 500 € pour charge d'État pour les collectivités, les maires des collectivités locales. Je voulais que vous nous précisiez de quelle manière vous aviez envisagé budgétairement d'intégrer cette dimension et s'il n'aurait pas été plus facile simplement de valoriser de 500 € tous les élus de France dans le cadre du dispositif statut de l'élu, dans un souci de clarification et d'éviter également la perception parfois négative qu'a pu avoir cette annonce auprès des élus locaux qui ne demandent pas le monde, mais qui demandent simplement à être accompagnés dans l'exercice de leur mission en tant que responsable d'une collectivité locale, mais aussi en tant que représentant de l'État. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais passer la parole aux deux rapporteurs spéciaux dans l'ordre qu'ils souhaitent. Madame Briquet, peut-être? Merci, Madame la Présidente. Donc, nous allons intervenir conjointement sur ce budget qui ne ménage pas, c'est le moins que l'on puisse dire, quand même, les collectivités. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Donc, tout a été rappelé, hein, que ce soit, bien entendu, la DGF, les variables d'ajustement,
l'écrêtement de la TVA. Après, sur la mission RCT, que nous suivons plus particulièrement avec Stéphane, bien entendu, le fameux FIT, à qui l'on réserve un sort particulier. Voilà, sans secret pour personne. Je crois que c'est assez communément partagé. Le point de satisfaction, notamment parce qu'il y en a un, enfin, quoique, je ne sais pas comment le prendre. Ce n'est pas vraiment une satisfaction. On aimerait que les départements n'aient pas besoin de fonds de sauvegarde. Ça serait nettement plus satisfaisant ainsi. Néanmoins, le doublement de ce fonds est particulièrement nécessaire aujourd'hui, et je le rappelle, dans l'attente d'un nouveau dispositif de financement pour les départements, puisque lorsqu'il y avait eu la conférence des territoires, il avait été avancé par le gouvernement de l'époque que les départements pourraient faire l'objet d'un traitement bien particulier, en fait les sortir du champ pour avoir vraiment un traitement propre à leurs compétences. Et je crois que nous pouvons appeler tous de nos voeux aussi peut-être alors de nouvelles relations entre État et collectivité, mais en tenant compte des compétences de chaque strate, et de redéfinir en fait le panier des finances pour chaque strate, en n'oubliant pas d'évoquer le volet fiscalité, parce que je ne veux pas dire que tous les malheurs du monde partent du fait de la suppression de la taxe d'habitation, mais quand même, beaucoup de dégâts ont été faits à ce moment-là avec la suppression de cette taxe d'habitation, et on voit bien que les choses seraient différentes aujourd'hui si tel n'avait pas été le cas, mais je sais que je prêche bien des convaincus, donc on va pas épiloguer à ce sujet. Moi, je souhaiterais, puisqu'on peut aussi poser des questions, je suppose, évoquer ici une compensation dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est sérieusement amputée, c'est sur la compensation des valeurs locatives pour les locaux industriels. Et cette baisse-là, elle frappe particulièrement fort, puisque c'est 25% de réduction sur cette compensation, et elle touche énormément de collectivités et d'intercommunalités, singulièrement ceux qui ont des industries plutôt lourdes et une population plutôt fragile. Donc je tire un peu la sonnette d'alarme sur cette compensation, qui est à l'heure actuelle une compensation, et vu le traitement qui lui est fait, voilà ma question, n'est-elle pas considérée comme une variable d'ajustement, puisque là, on lui tire allègrement dessus. Voilà, au-delà de tout, c'est peut-être mon point de vigilance à avoir sur ce budget-là, parce que elle concerne énormément de collectivités, et elle fait des fois même plus mal que le DILICO, mais je vais laisser Stéphane parler du DILICO, dans beaucoup de territoires. Merci. Merci, monsieur Stéphane Sautarel. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma collègue a dit l'essentiel. Nous avons bien sûr échangé avec le rapporteur pour avis de la Commission, et nous avons déjà examiné en Commission des Finances une partie des crédits de la mission. Nous aurons demain encore l'examen de deux articles dont nous avions reporté l'examen, les 76 et 77. Donc, sans rentrer dans le détail des différentes mesures, je crois qu'effectivement, ce qu'on a cherché à faire, c'est à rendre soutenable, équitable la contribution, l'effort des collectivités, et en essayant de privilégier d'abord les mesures qui concernent ce que j'appelle l'épargne forcée, c'est-à-dire le DILICO, et les mesures de trésorerie, c'est ce que porte notamment la mesure du FCTVA, et essayer de minorer
les autres mesures, parce que l'intérêt de ces deux mesures-là, c'est qu'elles ne sont pas confiscatoires et elles ne sont pas crantées dans le temps, mais elles sont conjoncturelles. Donc c'est autour de ces éléments que nous avons essayé de travailler, avec effectivement le point très sensible, même s'il est dans la première partie et il n'est pas dans la mission RCT, de la compensation effectivement du PSR VLI, valeur locative industrielle, sur lequel le rapporteur général du budget nous propose un certain nombre d'ajustements, mais qui encore reste effectivement un des points d'achoppement ou une des difficultés du texte qui nous est présenté, à deux titres au moins. Le premier, c'est quand le Premier ministre évoque la volonté de renouer un dialogue de confiance entre l'État et les collectivités, remettre en cause une compensation qui date de moins de 5 ans, c'est quand même un peu regrettable. Et deuxième élément, au regard des enjeux de réindustrialisation que nous poursuivons dans notre pays, là aussi, toucher à cette mesure, pour les collectivités qui s'engagent dans cette voie-là, je crains que ça ne puisse être dissuasif demain et que ça remette en cause cet engagement. Donc ça me paraît effectivement un point dur. Et puis, sans être plus long, j'ai un mot sur le DILICO, juste pour dire que d'une part, nous proposerons au niveau de la Commission des finances d'en revoir le quantum et la proportion, notamment en épargnant les communes de cette contribution et en revenant à des modalités qui soient proches, enfin pas proches, qui soient celles du DILICO 1 inventé l'année dernière au Sénat et non pas reprenant celles proposées dans le PLF qui s'appelle DILICO 2, alors que ça n'a pas grand-chose à voir avec le DILICO, puisqu'on n'est plus sur un dispositif de lissage, mais il y avait des mesures de punition collective que nous ne partagions pas, raison pour laquelle nous proposerons de revoir les modalités. Voilà, je ne vais pas avoir de questions à ce stade-là, mais je pense que c'est les points saillants de l'examen de ce budget. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, je vais peut-être vous redonner la parole immédiatement pour répondre au rapporteur. Et ensuite, nous avons une dizaine d'inscrits. Donc, nous passerons la parole à nos collègues. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, Madame et Monsieur les rapporteurs. Alors, d'abord sur la justification ou l'explication des contributions des collectivités, et en même temps, ça permettra de répondre à plusieurs questions. Sur le DILICO, d'abord, qui était l'effort inscrit à 2 milliards d'euros. Je sais que le Sénat fait évoluer les choses. Ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, le DILICO, qui a été une contribution significative, mais qui est de l'argent rendu aux collectivités, sans quelque sorte une épargne forcée, et que l'État, en 2026, a tenu sa promesse que nous restituons 30% du DILICO privé. Ça valait la peine quand même de le redire. Donc sur le DILICO, eh bien, je regarde avec attention les débats du Sénat. Voilà quels commentaires je peux faire sur le sujet. Alors, le deuxième élément, Monsieur le rapporteur, et ça me permet de répondre aux questions de votre collègue rapporteur, Madame Briquet et Monsieur Sautarel, c'est le PSR, VLEI sur les valeurs locatives industrielles. Alors, chacun le dit, c'est une compensation de la part de l'État de perte de ressources. Or, c'est une dépense qui devient très, très dynamique. On est à près de 4,5 milliards d'euros. Donc, l'État cherchait à maîtriser cette contribution. Je sais, j'entends ce que vous dites sur l'éventuelle contradiction qu'il y aurait avec une politique de réindustrialisation. En même temps, je rappelle que cet exercice n'est un exercice qui n'est pas un exercice empreint de sérénité, puisqu'il s'agit de trouver des économies pour redresser. Et que s'il y avait spontanément dans les budgets des économies qu'on pouvait enlever allègrement, ça saurait. Donc, naturellement, l'effort proposé porte sur des thématiques qui conviennent plus ou moins aux uns et aux autres, mais je sais que vous y travaillez également. Enfin, le troisième point, c'était l'alignement du versement du FCTVA
des intercommunalités sur le droit commun. Et ça n'est pas un vrai prélèvement, c'est un décalage de trésorerie. Ah si, ça s'appelle comme ça. C'est vrai, hein? Tu es d'accord? Bon, ça fait pas plaisir, mais ça n'est pas une perte. Voilà, il y a une garantie de reversement et l'État a tenu sa parole sur le DILICO. Donc voilà pour les fameux milliards. Ensuite, monsieur le rapporteur, j'ai oublié quand même de parler de ce qui n'est pas vraiment dans le programme, mais qui quand même vous intéresse au plus haut point, c'est la poursuite des programmes Action Cœur de Ville, Villages d'avenir, et je rappelle que l'année dernière, nous avons accueilli plus de 450 villages d'avenir nouveaux et petites villes de demain. Et je dirais un mot sur ces programmes qui sont extrêmement efficaces et qui en tout cas recueillent l'assentiment des élus parce que c'est un accompagnement en ingénierie pour donner un projet pour la commune. Et l'année dernière, le Sénat notamment avait maintenu l'enveloppe du programme dédié à Villages d'avenir et j'ai interrogé chaque préfet pour savoir s'il n'y avait pas des communes qui, dans ce dispositif d'accompagnement, étaient en voie de sortie parce qu'elles étaient sur la réalisation de leur programme. Ce fut le cas. Ça veut dire qu'on a optimisé le programme avec les mêmes moyens. On a accueilli 450 villages d'avenir supplémentaires. Sur la prise en compte par le PLF qui va être voté peut-être même avant que la loi statut de l'élu ne soit votée, il est bien évident que nous intégrons le montant des engagements qui sont dans la loi, c'est-à-dire la revalorisation des indemnités des communes jusqu'à 20 000 habitants, avec la progression qui est lissée selon la taille des communes. De la même manière, sera inscrite l'éligibilité des communes jusqu'à 3 500 habitants au titre de la DPEL et des communes jusqu'à 10 000 pour un certain nombre de frais, notamment la protection fonctionnelle. Donc, le budget traduira des éléments, enfin, la loi de finances traduira des éléments nouveaux qui sont la traduction de ce qui devrait passer dans la loi du statut de l'élu. Enfin, sur les 500 €, c'est toujours discutable. Pourquoi 500? Pourquoi on donne la même chose aux communes de 100? Pourquoi on ne distingue pas les communes de 3500, 3700? Vous voyez dans quoi on rentre et comment on fait. Donc nous, on a voulu quelque chose de simple et qui soit uniforme. Donc on a estimé, alors chacun peut me dire, mais vraiment, est-ce que vous êtes sûr que c'est 3 heures, 10 heures, etc. On a pris une estimation qui est non négligeable parce que c'est 500 € multipliés par le nombre de maires, c'est une prime annuelle et nous n'avons pas voulu la mettre dans le statut de l'élu parce que je rappelle que tout le monde demande un conforme pour que le statut de l'élu sorte en décembre et réintroduire un élément de cette nature en fin de discussion. Vous savez comme moi qu'on aurait commencé à ouvrir la boîte de Pandore, dire, ah non, pour les 10 000 il faut un peu, enfin bon bref, voilà, on n'a pas voulu le faire et on a choisi quelque chose de très simple. Vous avez une indemnité d'élu, voilà, et vous avez la reconnaissance d'une fonction qui est celle du maire comme agent de l'État, et nous la traitons à part, d'une manière extrêmement simple pour qu'administrativement, ça ne crée pas de surcharge. Et ceci vient s'ajouter, effectivement, aux éléments, monsieur le rapporteur, du statut de l'élu. Sur les départements, il y a 2 types de réponses, mais c'est vrai pour tout, mais les départements, c'est très vrai. On ne peut pas sans arrêt courir après le sparadrap et dire chaque année c'est la catastrophe, il faut qu'on fasse un fonds de sauvegarde de 600 millions et la prochaine de 700 millions. Enfin, quand on a des dépenses structurelles, c'est un vrai sujet. Et le Premier ministre, au congrès des départements à Albi, a lu la motion qui avait été prise par le congrès des départements en 2015. Eh bien, on pourra vous communiquer le texte. À l'époque, c'était le président Bussereau, c'était la même chose en disant que les départements étaient confrontés à une augmentation considérable de leurs dépenses obligatoires et que ça ne pouvait pas durer. Donc 10 ans après, c'est le même truc. Donc il y a 2 interventions. La première qui est l'intervention d'urgence pour venir au secours, en solidarité avec les départements les plus en difficulté. Donc il y a des critères
qui vont être pris pour ce fonds, qui sont les mêmes critères qu'en 2023, pour les 300 millions, et pour les 300 millions supplémentaires, les critères vont être un peu les mêmes, avec quelques nuances qui seront proposées. Ça, c'est pour 2026. Mais, et le Premier ministre l'a dit, il vient d'écrire aussi une lettre au président de département pour le redire, on a un problème structurel de financement. Alors, toutes les collectivités, parce qu'aujourd'hui, on est au bout du bout, mais pour les départements, on ne peut pas avoir une collectivité comme le département qui a en charge la compétence sociale avec des dépenses structurelles qui ne cessent d'augmenter et en face des recettes volatiles et des recettes qui n'ont rien à voir avec la compétence. Et que les DMTO ont été à un moment très bien accueillis par les départements et les DMTO ont été prospères, il faut qu'on le reconnaisse. Beaucoup de départements ont engrangé des DMTO une progression considérable. C'est un fait. Voilà. Et alors, les DMTO, naturellement, ça a fait ça parce que le logement étant très statique, non seulement il n'y a pas de construction, mais les gens ne bougent pas, et qu'aujourd'hui, il y a un frémissement dans certains départements à nouveau. En tout cas, ce que le Premier ministre a proposé, et on en discutera tous ensemble avec les assos d'élus, c'est que comme on veut qu'en face d'une compétence, il y ait une responsabilité, qu'en face de la compétence, il y ait une ressource cohérente. Ça veut dire que la proposition qui est faite au département et qui a été faite comme proposition de travail, c'est que les départements perçoivent une part d'un impôt national qui est la CSG. Ensuite, ça me semble cohérent. En tout cas, dépenses sociales, CSG, il n'y a pas de quoi grimper sur la table en incohérent. Et que ensuite, la question qui sera posée, c'est la question que vous posez, Madame la sénatrice, et de manière générale, est-ce que les collectivités auront un pouvoir de taux? Toutes les collectivités. Et que je pense que si on arrive à mieux organiser les choses en qui fait quoi dans ce projet de loi décentralisation, il sera nécessaire après d'entreprendre une vraie révision des ressources des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, enfin, si vous avez quelqu'un qui comprend quelque chose, vraiment, moi, je demande à le rencontrer. Le FPIC, pour ceux qui contribuent au FPIC, vous êtes incapable de savoir. Un jour, on vous écrit, voilà, c'est le tarif. Et quand on vous dit, mais comment c'est fait, bah, on ne sait pas, parce que vous dépendez des zones. Enfin, on est vraiment sur un truc qui n'a plus de sens et qui est très sédimenté. Donc voilà pour les départements. J'ai répondu, je crois, sur la fiscalité. Les DMTO, j'ai répondu. J'ai répondu aux valeurs locatives. Alors, est-ce que c'est une variable d'ajustement? En soi, non. Je dis juste que quand vous essayez de redresser un budget avec 3 400 milliards de dettes, vous tapez à un moment sur un sujet qui vous fait dire, à raison, Madame la sénatrice, que c'est une variable d'ajustement parce que vous allez chercher là. Mais si vous avez des idées d'autres postes, on peut aller chercher, je vous en prie, le budget peut être co-construit. Sans aucun doute, monsieur le sénateur Le Dilico, je crois que j'en ai parlé. J'ai parlé du PSR VLEI. Je crois que j'ai répondu à tout. Oui. J'aurais oublié quelque chose? Il y aura d'autres questions, Madame la Ministre. Oui, je m'en doute. Ah oui, vous aurez l'occasion. Donc, je vais prendre une série de 4 collègues, en espérant qu'il n'y ait pas chacun 4 questions. Je l'annonce par avance. Madame Josande, Monsieur Bitz, Monsieur Masset et Monsieur Reynaud. Madame Josande. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour votre exposé. J'aurais une question sur les aménités rurales, puisque vous avez évoqué ce sujet. J'ai bien noté, et nous le savons, l'enveloppe a considérablement été augmentée depuis quelques années. Néanmoins, des problèmes demeurent, et notamment en termes de répartition. Les aménités, évidemment, posent une question centrale qui est celle de la préservation, et en tout cas des charges liées à la préservation
préservation des espaces naturels, la gestion des flux touristiques et la coexistence avec les activités agricoles. Les collectivités sont en première ligne pour entretenir les sentiers, encadrer les usages, prévenir les conflits d'usage et protéger ces espaces souvent classés et potentiellement sensibles. La montée en puissance de la dotation, donc vous en avez parlé, a constitué bien sûr un signal très positif, mais sur le terrain, l'adéquation entre cette dotation et les charges réellement supportées reste très imparfaite. Dans les faits, ce sont souvent les petites communes, faiblement peuplées, mais dotées de vastes espaces naturels, qui perçoivent une dotation de soutien aux aménités rurales très insuffisante au regard des enjeux de préservation. À l'inverse, des pôles plus urbains bénéficient d'une dotation élevée, alors même que leur population utilise et fréquente largement les espaces naturels entretenus et protégés par ces petites communes, et notamment dans le cadre donc de leurs activités de loisirs et leurs résidences secondaires. Par conséquent, dans certains territoires, bien qu'ils ne soient pas éligibles à la dotation en faveur des aménités rurales, ce sont désormais les communautés de communes qui exercent effectivement cette compétence de gestion des espaces naturels sensibles, structurent la médiation, financent les équipes de terrain et organisent l'accueil du public. Ceci permet un développement cohérent du territoire tout en assurant sa protection. Alors, Madame la Ministre, par rapport à ce rôle désormais dévolu aux communautés de communes, entendez-vous faire évoluer dès 2026 les critères de répartition de cette dotation afin de mieux intégrer la surface des espaces naturels effectivement gérés et leur fréquentation concrète? Et en outre, envisagez-vous donc d'élargir les critères d'éligibilité de cette dotation aux EPCI qui portent ces politiques de préservation au quotidien et dans les faits? Je vous remercie. Merci. Monsieur Olivier Bitz. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre du temps que vous consacrez à ces échanges sur des thèmes qui sont évidemment extrêmement importants pour cette Assemblée. J'aurai pour ma part pas 4 questions, Madame la Présidente, rassurez-vous, j'en ai que 3. Mais trois questions rapides. La première, pour vous inviter, Madame la Ministre, à faire un petit peu de pédagogie, parce que nous sommes dans un contexte politique, évidemment, que chacun connaît. Et moi, je suis interpellé tous les jours par les maires de mon département, l'Orne, qui nous demandent que se passe-t-il si le projet de loi de finances n'est pas adopté? Que se passe-t-il si la loi spéciale, on va dire, est finalement notre expédient pour la fin de l'année? Je pense qu'il est utile de faire cette œuvre pédagogique, d'autant plus que cette audition est enregistrée et donc pourra faire l'objet de diffusion. Donc merci de préciser aux élus du territoire, on va dire, les conséquences d'une éventuelle non-adoption du projet de loi de finances. Deuxième question concernant le programme France Service. Programme France Service, qui est évidemment plébiscité par nos concitoyens, chacun le sait, avec des France Service portés à pratiquement 70% par les collectivités locales, alors même qu'elles agissent très largement dans ce domaine comme étant des opérateurs de l'État. Elles contribuent financièrement au fonctionnement de ces France Service. Alors, nous avons une clé de répartition du financement de ces France Service qui fait l'objet chaque année d'évolution, et le gouvernement avait répondu à une question écrite le 23 avril 2024 nous indiquant que 50 000 euros serait le financement de l'État, j'y reviendrai, pour 2026. Donc, est-ce que l'engagement qui avait été pris à ce moment-là des 50 000 euros serait bien tenu? Et enfin, comment les choses se répartissent entre, d'une part, le FNADT et, d'autre part, le Fonds national France Service, l'ancien fonds interopérateur, grosso modo, à quoi correspond un engagement supplémentaire de l'État? Je le rappelle que ces France Service sont à la fois plébiscités par nos concitoyens, mais finalement portés par les collectivités à la demande de l'État. Donc il m'apparaît normal que l'État puisse assumer plus largement ce financement. Et enfin, dernière et courte question concernant de manière générale le financement de l'ANCT. Puisque je ne vais pas revenir sur le débat sur les agences et tout ça, simplement observer que cette année, déjà en 2025, la NCT a subi pratiquement 25% de réduction de crédit, qu'il y a 1 million d'euros en moins dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement, 1 million encore en moins
pour l'année prochaine, alors que, comme vous l'avez dit, l'ANCT porte non seulement France Service, déjà évoqué, mais aussi d'autres programmes importants pour nos communes et nos territoires de manière générale, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Village d'avenir. Donc, pratiquement un quart de crédit en moins pour cette année, encore 1 million d'euros en moins l'année prochaine, et pourtant toujours 18 millions d'euros fléchés pour le recours à des conseils de cabinets privés. Donc ça m'interpelle évidemment sur le mode d'action de l'ANCT et de manière générale, à la fois entre la diminution des crédits et le recours au cabinet conseil, la vision, quelle est la vision du gouvernement pour l'année prochaine et les années à venir de l'ANCT? Je vous remercie. Merci. Monsieur Michel Masset. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Beaucoup de points ont été évoqués et je vais me limiter à 2 questions, mais avec, bien sûr, ma priorité sera toujours la justice fiscale et sociale, notamment dans les départements ruraux, le poids des services publics, l'importance des services publics, indispensable à la vie sur les territoires ruraux. Rappelez qu'à ce titre, on avait écrit un schéma d'accès aux services publics et privés, essentiels à la population. C'est une base de travail qui était très intéressante. C'est un article de la loi NOTRe que j'invite à reprendre. La première préoccupation aujourd'hui, c'est que les collectivités pauvres ne sont pas plus pauvres. Voilà. Et que la solidarité joue son rôle au niveau national. Cependant, je voudrais aborder plus précisément 2 points avec vous. Le premier, vous le savez, il concernera les FRR, comme quoi je suis constant. Je suis constant. Voilà, et je vous parle des FRR qui sont sur un même bassin de vie. Voilà. Et par contre, où les communes ou intercommunalités ne sont pas toutes classées en FRR, ce qui crée des distorsions, des concurrences, notamment sur les professions libérales d'un territoire à un autre, alors qu'en fait, si on regarde bien les choses, nos habitants, nous tous, et tant mieux d'ailleurs, nous vivons par rapport à un bassin de vie. On ne vit pas sur un territoire cantonal, intercommunal, spécialement ou autre. Et donc, moi, je pense qu'il faut réparer cela. L'ignorer serait, à mon avis, une faute politique. Il y a des trous dans la raquette. Je sais que vous êtes, vous aussi, attachés à proposer des correctifs dans le cadre de ce texte. Et je pense particulièrement, chez moi, des territoires comme Marmande, dans l'autre, mais qui représentent bien cette distorsion locale. Et le deuxième point, Madame la Ministre, sur la TGAP. Les mesures portées dans le PLF 2026, parfois compensées, d'ici 2 ans, elles auront des conséquences extrêmement lourdes sur les territoires où justement il y a de l'investissement à apporter pour des nouveaux centres pour détruire les déchets, alors qu'on est encore sur l'enfouissement principalement. Est-ce que vous avez prévu d'accompagner les élus locaux dans la transition écologique, parce que cette charge, elle sera insupportable et elle sera bien sûr déclinée vers le contribuable et le propriétaire. C'est un véritable problème. Hein. Je vous assure que si vous voulez, dans un département, ouvrir une réunion pour qu'elle dure, parler de la gestion des ordures ménagères. Généralement, ça va durer un certain temps. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de réelle réponse. Il n'y a pas de réponse. Et enfin, juste pour conclure, vous avez parlé d'expérimentation tout à l'heure, ou de différenciation aussi, j'ai entendu. Qu'on laisse un petit peu les territoires s'organiser, parce que très souvent, ils sont source de propositions et ils trouvent la solution bien avant les autres. Merci. Merci. Et enfin, Monsieur Hervé Reynaud. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi je me réjouis que notre rapporteur ait en premier lieu parlé des départements, parce que s'il y a bien une collectivité qui souffre, sont les départements, et pas par mauvaise gestion, vous l'avez dit, de manière tout à fait structurelle. Alors, vous avez fait référence à 2015. Il faut se souvenir quand même qu'en 2014, on a un Premier ministre qui nous annonce la suppression des départements à l'horizon 2021. Puis un petit retour en arrière avec on les dissout dans les agglomérations en fonction de la taille des départements. Et j'ai parfois l'impression qu'il y a un peu de réminiscence de cette suppression des départements. Donc, à un moment, effectivement, on ne pourra pas sauver les départements en abondant régulièrement les différents fonds qui leur sont dédiés, mais il faudra des réformes tout à fait
structurelle. Et il faudra parler clairement pour savoir dans quelle mesure on conserve ce qui, pour moi, est une bonne échelle de proximité. Et on le voit chaque semaine lorsque l'on inaugure un certain nombre d'équipements publics dans nos communes rurales particulièrement. Une petite question subsidiaire, puisque ça met en avant cette volonté d'avoir de nouvelles relations entre l'État et les collectivités locales et un certain nombre d'annonces récentes du Premier ministre sur le fait vraiment de prendre à bras-le-corps ce sujet. La question subsidiaire, c'est notre précédente ministre Dominique Faure qui avait été mandatée, il y avait une lettre de mission de la part du ministre Rebsamen pour lancer c'était une mission pour une politique d'aménagement du territoire renouvelée dont les conclusions devaient intervenir à la fin de l'année 2025 avec d'ailleurs un point d'étape en juin ou septembre, c'est ce que j'avais pu lire. Et dans la lettre de mission du ministre, c'était une volonté de relance de la stratégie nationale d'aménagement du territoire pour les 15 prochaines années. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je voulais savoir, Madame la Ministre, si cette mission se poursuivait et si elle allait aboutir et apporter un certain nombre de solutions à ces besoins de réaménagement et de nouvelles contractualisations entre l'État et les collectivités locales. Madame la Ministre. Et beaucoup. Alors, première question, Madame la sénatrice, sur les aménités rurales. Donc, vous avez eu effectivement l'amabilité ou la courtoisie de rappeler la progression de 40 millions à 110 millions. Aujourd'hui, les aménités rurales sont la première reconnaissance de la valeur ajoutée de nos territoires. On a eu ces 15 dernières années un regard extrêmement urbain et un regard sur la concentration on va dire, et des effets de taille, et un regard plutôt métropolitain. En disant ça, moi, je ne porte pas de critique, je fais un constat, et j'y reviendrai dans la question de votre collègue Hainaut. Et donc, on a acté, et c'est Elisabeth Borne qui l'a fait, un regard sonnant et trébuchant, parce que c'est de l'argent, pour les aménités rurales. Toutefois, vous l'avez dit très justement, ces aménités rurales qui aujourd'hui sont à plus de 110 millions d'euros concernent, on va dire, la valorisation de ce qu'on va appeler la biodiversité ou l'environnement. C'est-à-dire, ce sont des communes qui appartiennent, pour prendre cet exemple, à des parcs naturels régionaux pour lesquels il y a une dimension touristique, une dimension de développement durable, etc. Et donc, ces collectivités sont selon des critères, reçoivent selon des critères divers et variés une indemnité. C'est parfois important sur des budgets de petites communes. Alors, la somme ne paraît pas importante, mais quand vous ramenez en pourcentage sur le budget de la commune, c'est pas mal. Avec une liberté pour la commune d'usage, donc il n'y a pas de contrôle, mais elle est soumise à des obligations dans le cadre des PNR. Donc, la question que vous posez, et je pense que quand le Sénat ou les associations d'élus vont travailler sur les finances des collectivités locales, est une question qui doit être intégrée. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez de la DGF qui s'appuie sur l'habitant. L'habitant étant, il faut le reconnaître, générant des coûts, parce que vous construisez des écoles, vous construisez des EHPAD, et vous avez dans les centralités, vous pouvez avoir de la richesse, mais de la pauvreté. Donc moi, je ne nie pas ça, mais à l'heure du développement durable, notre pays a un besoin pressant, permanent et essentiel des apports de ce qu'on appelle la ruralité, parce que la souveraineté alimentaire, elle vient de la ruralité, l'eau, denrée si précieuse pour nous tous, vient de la ruralité, les énergies renouvelables. Et donc, peut-être que dans la réforme que vous entreprendrez, il y aura dans les dotations une considération pour la notion non seulement d'espace, mais de valeur ajoutée, comme on reconnaît un territoire d'industrie. En tout cas, moi, je trouve que c'est une question qui mérite d'être posée et qu'on pourrait dire, eh bien, on peut élargir le nombre de communes éligibles, mais si la somme reste la même, ça veut dire que certaines auront moins. Mais moi, j'entends ce que vous dites et je trouve le point assez juste. Ensuite, est-ce que nous allons reconnaître les intercos ? Alors, aujourd'hui, ce sont les communes qui sont membres des PNR. Donc, c'est la commune qui a l'obligation. Après, les communes décident librement de confier cette compétence à l'interco. Et qu'au moment où on est sur la décentralisation, la confiance aux élus,
je vous avoue que je ne me vois pas proposer au Sénat le fait que la dotation qui va aujourd'hui à la commune, elle va obligatoirement à l'interco. Il existe au sein des intercos un pacte financier. Eh bien, moi, j'invite à l'échelle de chaque interco à discuter. Si l'interco a pris la compétence, c'est la même chose pour la petite enfance, il appartient à l'échelle territoriale de s'organiser librement. L'intercoa, elle peut décider de faire monter ça, enfin une indemnisation en quelque sorte de l'interco ou pas. Moi, je ne suis pas du tout, j'ai une forme d'allergie spontanée que personne n'arrive à soigner sur les compétences obligatoires qu'on ne cesse de renforcer. Enfin, on sort de l'épisode eau et assainissement, je pense qu'on s'est compris. Ensuite, Olivier, la pédagogie, bah oui, moi j'en fais, si on dit, franchement, je l'ai dit, moi, après, je vous dis la vérité des prix. C'est vous qui votez et l'Assemblée nationale, moi, je ne vote pas. S'il n'y a pas de budget, chacun sait que les choses concrètes n'existeront pas. Donc, le milliard de DETR, on en parle, mais il peut rester dans notre discussion. Il ne sera jamais concrétisé. Les 600 millions d'euros pour les départements, on en parle, mais ça peut être très volatile s'il n'y a pas de loi de finances. Voilà, vous le savez comme moi, tout ça. Donc ça, ce sont déjà deux exemples, et je compléterai tout à l'heure. Sur les France Service, je rappelle que l'État est aujourd'hui, enfin, la contribution apportée, c'est 40 000 euros, et nous allons passer à 45 000. Alors, je cherche ma fiche très précisément pour vous dire le chiffre précis. Nous sommes à 2000... Eh bien voilà, nous sommes à 2865 structures, ce qui n'est pas rien, hein, et on va atteindre les 3000, dont 415 qui sont gérés par la Poste. Les 2500 euros qu'on va apporter en 2026, c'est financé par le Fonds national France Service, et l'apport de 2027 pour arriver aux 50 000, ce sera financé par le FNADT. Voilà où on en est. En tout cas, l'État consacre 81 millions d'euros au France Service. Nécessaire, je rappelle les chiffres, plus de 12 millions de demandes traitées chaque année, un taux de satisfaction que je n'ai jamais vu, même pour le meilleur dessert du meilleur pâtissier, c'est entre 90 et 95% de taux de satisfaction, et un taux de traitement à la première demande qui est du même ordre. Bon. Ensuite, l'ANCT. Alors, on va parler globalement des agences. Je sais ce que l'on dit, le travail qui a été fait au Sénat, que je salue. Alors, ensuite, moi, je pense que les solutions radicales ne sont parfois pas toujours les meilleures si on n'a pas fait d'études d'impact avant. Donc, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans ce pays 7 ou 8 personnes qui décident. Donc, vous savez que le préfet est devenu, par un décret pris par François Bayrou, le chef d'orchestre de tous les services et agences de l'État, et l'ANCT est la seule agence qui n'intervient que si elle est activée par le préfet. Donc, en ce sens-là, l'ANCT est pilotée par l'État, et moi, je m'en réjouis parce que c'est... L'ANCT, c'est un agent de l'État, ça doit être considéré comme l'État. Je pense qu'il y a, alors il y a un nouveau directeur que vous avez sûrement rencontré, moi je vous invite à l'auditionner, comme son président, qui a pour mission de faire une évaluation du mode opératoire de l'ANCT, les programmes conduits par l'ANCT, vous avez parlé de Action Cœur de Ville, Village d'avenir, Petite Ville de demain, mais aussi pour les élus de la montagne, les contrats de massif, et tout le travail sur l'évolution de l'offre touristique de moyenne montagne, c'est fait par l'ANCT. Le travail est très satisfaisant. Je pense, comme vous, que sans doute faut-il qu'on soit attentif au recours au cabinet privé, ce qui repose la question de l'ingénierie de l'État. Et vous avez aussi de l'ingénierie dans les départements. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut territoire par territoire s'assurer qu'il y a une offre d'ingénierie et qu'il y a deux types d'ingénierie. L'ingénierie un peu générale, conduite de projet que fait l'ANCT, et l'ingénierie
de haute expertise sur les ponts, sur l'évolution de la structure montagne, conduite par le CEREMA. En tout cas, je prends votre question et vraiment auditionner le directeur. Alors déjà, au Congrès des maires, nous avons, pour ceux qui sont venus, rassemblé toutes les agences qui dépendent du ministère sur un seul et même stand. Nous avons fait un village de l'État. Voilà, donc déjà, on marque notre territoire, si je puis dire. En tout cas, l'idée, c'est que le travail qui est très bien fait par certaines agences, il faut qu'il soit poursuivi, mais il faut que l'État garde le pilotage. Monsieur le sénateur, schéma d'accès aux services publics. Oui, moi aussi, j'en ai fait dans mon département. Alors, c'était merveilleux. Il y avait le préfet, il y avait l'association des maires ruraux, l'association des maires et le président de département. Alors, on signe à la presse, on fait une photo, on prend un verre. Et 3 jours après, j'apprends qu'il y a une trésorerie qui ferme. J'appelle le préfet, mais comment est-ce possible? On vient de faire un schéma. Parce que le DGFiP ne dépend pas du préfet, ni le DAZEN. Et bien ça n'est pas possible. Ça veut dire que moi, je plaide pour qu'on ait un schéma effectivement d'accès aux services publics. France Service est une pierre indispensable à l'édifice. Le travail qui est fait par le biais des conventions signées entre les recteurs et l'éducation nationale, ça aide à progresser. Il faudra faire la même chose avec les départements pour les évolutions de collégiens, parce qu'on va avoir un même sujet. Et puis, si nous faisons... S'il y a un budget, nous ferons, tiens, je n'avais pas répondu à ça, s'il y a un budget, nous ferons France Santé, c'est un accès aux services. ZRR, FRR, alors voilà, il y a longtemps qu'on ne m'avait pas parlé de ça, donc je suis contente. Alors, moi, je vous avoue que c'est un sujet qui m'épate, puisque je rappelle le principe. Le principe, c'est un accompagnement des territoires les plus fragiles. Donc il y a 2 solutions. Soit le territoire fragile, parce qu'on l'a bien accompagné, il est sorti de sa fragilité, il se développe, et on a fait, donc il doit sortir du dispositif d'accompagnement, soit il est définitivement fragile, on le prend en considération, et dans ce cas-là, il y a de la péréquation. Or, vous savez, vous y avez tous travaillé, il y avait un dispositif qui s'appelait ZRR, qui est devenu FRR, on a quand même en tout près de 20 000 communes, hein, en ZRR, enfin, ce qui interroge, et qu'on a eu une nouvelle carte des FRR, qui est une carte à l'échelle de l'interco. Ce qui explique ce que vous me dites, c'est-à-dire la même commune placée dans l'interco X, elle est FRR, l'autre identique, elle ne l'est pas. Donc moi j'ai reçu, je vous remercie de tout le courrier que vous m'avez adressé, voilà. Et les ZRR, comme ça posait problème, on les a gardés. ZRR jusqu'en 2027. Donc moi, je vous garantis que rien ne changera pour les ZRR avant cette échéance. De même pour les FRR. Mais moi, je souhaite, et je suis heureuse que vous me posiez la question, qu'on entreprenne une vraie mission d'évaluation. Parce que je suis quand même extrêmement gênée quand, comme vous le dites, monsieur le sénateur, je vois que ce dispositif de ZRR-FR, qui ne marche que si les collectivités ont délibéré, et on a des communes qui sont ZRR qui n'ont pas délibéré. Donc, vous voyez, moi, je trouve ça quand même un peu compliqué. Bref, quand elles ont délibéré, on a des dispositifs que certaines professions utilisent, c'est fait pour ça, d'exonération. Et quand on est au bout de la durée des FRR, on déménage. Et bah oui, et bah moi je vous avoue qu'on a connu ça avec l'ATP, vous vous rappelez, où il y a une sorte de nomadisme, voilà, d'optimisation fiscale, et que en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte que ce dispositif de FRR, il venait heurter des dispositifs qui ont été pris, et je vous donnerai un exemple, notamment pour l'installation de professions médicales. Donc on a 2 dispositifs qui s'annulent. Donc, moi, je souhaite que, tranquillement, en 2026, on propose une mission d'évaluation, de suggestion, voilà, naturellement, avec les parlementaires. Et on a déjà, avec mon collègue de la Santé, pas Stéphanie Rist, mais
Christophe Noder, non Yannick, pardon, on a lancé une mission de comparaison des deux systèmes. TGAP, ben oui, alors je sais, j'ai le coup hein, sur les déchets. La France a eu une amende d'1,5 milliard d'euros en 2023. Donc on n'est pas bien. Donc on a un sujet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit vraiment s'interroger de manière structurelle sur comment on fait. Et on va avoir le même problème, on n'en avait pas parlé, sur le trait de côte. C'est un autre sujet, mais il n'empêche qu'il faut avoir des réponses structurelles. Enfin, les départements. Alors, les départements, bon, voilà. Alors, j'ose pas dire, au moment de la loi NOTRe, ça allait et ça venait. Le département a été consolidé et le fait de créer des grandes régions a contribué à consolider l'espace départemental. Et dans les territoires ruraux, le département est un élément de solidarité territoriale et d'aménagement du territoire incontournable, je suis d'accord. Donc, il est clair, le Premier ministre vient d'envoyer un courrier hier, ou un mail, à tous les présidents de département pour leur dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il invitait à réfléchir à l'évolution du financement de ces collectivités à partir de la CSG, et que je pense que les départements peuvent trouver aussi un rôle, en tout cas on en discute, on en a parlé au congrès des départements, et je peux en parler parce que les départements étaient plutôt allants, je pense que les départements peuvent être, là où les communes, les intercoles souhaiteront le département, la collectivité des réseaux routiers, les départements sont beaucoup engagés dans le très haut débit et la fibre. Ils peuvent s'engager sur l'énergie, ils peuvent s'engager sur des déchets. Voilà. On peut donner une liberté, une capacité à faire. Ensuite, la mission donnée à la ministre Dominique Faure, effectivement, la mission existe bien et en tout cas, elle a un très gros volet très important sur les politiques contractuelles d'aménagement du territoire. Moi, j'ai rencontré Dominique Faure il n'y a pas très longtemps. Je lui ai demandé d'apporter des précisions sur un certain nombre de choses. Moi, je vous livre mon avis qui n'est que le mien, donc ce n'est pas une parole gouvernementale. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui rester sur ces difficultés conjoncturelles de financement, ce qui fait qu'on fait de la tuyauterie budgétaire et on rajoute 600 millions parce que voilà, on est service des urgences. La crise, elle doit aussi nous rendre... Enfin, je veux dire, on doit tirer les leçons de la crise et travailler d'une manière plus structurante et que l'annualité, parce que quelqu'un m'a parlé de 2027 ou 2028. Enfin, moi, je suis encore plus volatile que le budget, parce que c'est très précaire ce que je fais. Voilà, bon. Donc, moi, je ne vais pas m'engager devant vous. Si, en 2027, on va faire ça. Puis je vous rappelle que c'est vous qui votez le budget et qu'il y a une annualité budgétaire. Mais je pense que cette annualité budgétaire, elle est insécurisante pour les collectivités. Je pense qu'on devrait accepter l'idée de contractualiser. Les dotations de fonctionnement, on doit sécuriser sauf accident. Et sur les investissements, je pense que si, à l'issue des municipales, chaque préfet ou sous-préfet va rencontrer le maire et dit, alors voilà, j'ai vu votre programme électoral, bon, quel est le calendrier de réalisation de vos investissements ? Ça rentre dans la politique de l'État, ok, je vous accompagnerai. Et par exemple, la DETR, quand vous lancez, vous dites, voilà, je dois refaire mon école, on est en 2025. Vous construisez votre projet, votre plan de financement avec la sécurité des éléments financiers d'aujourd'hui. Et si 3 ans après, quand vous allez lancer vos marchés, votre plan de financement a été bousculé parce que l'État n'est pas là, ça n'est pas possible. Donc, c'est une invitation à contractualiser. On connaît les contrats avec les régions. Moi, je pense que ça peut être pareil, sous réserve que tout le monde est d'accord. Mais des contrats simples et qui ne demandent pas à ce qu'on ait un contrôle qui fait que vous êtes obligé d'embaucher 2 personnes pour remplir le dossier. Voilà. Mais si on a confiance, on doit pouvoir contractualiser. Merci Madame la Ministre. Alors, je vais donner la parole successivement à Monsieur Bonhomme, à Monsieur Roiron, à Monsieur Kerrouche et à Madame Patru. Monsieur François Bonhomme. Merci Madame la Présidente.
Comme vous, on s'est tous réjouis du succès assez incontestable des maisons France Service, en dépit des quelques réserves initiales que nous avons pu ici et là faire il y a quelques années. Néanmoins, est-ce que le modèle est duplicable, y compris en termes d'acronyme? Quand je vois le projet de maison France Santé, là j'ai pour le coup quelques doutes à nouveau. Et j'aimerais savoir concrètement sur ce projet de labelliser donc des guichets de proximité en matière médicale, sur le même modèle un peu par parallélisme, par amalgame de ce qui s'est fait pour les maisons France Service. Quelle est la véritable plus-value? Parce que, bon, le perspective d'avoir 50 000 euros ne réjouira sans doute les heureux sites retenus. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on va aller au-delà d'un label d'affichage à partir du moment où la situation elle est relativement établie? C'est vraiment les questions d'installation médicale qui sont en cause, avec derrière, par exemple, l'objectif d'avoir un rendez-vous en 48 heures sera vraiment corrélé à des histoires de secrétariat renforcé ou de poules médicales supplémentaires ou remplaçants, ou encore de télémédecine qui aujourd'hui sont prévus par tout un tas d'opérateurs qui viennent d'ailleurs solliciter les collectivités ou même les pharmacies. Bon, voilà, je ne vois pas aujourd'hui encore très clairement, à part une sorte de label qui viendrait un peu valider l'existence. C'est-à-dire que, on le sait bien, en matière médicale, il y a des succès, il y a des échecs. Les échecs, c'est quand vous avez des bâtiments qui sont certes dénommés de différentes façons, cabinet médical, maison de santé, maison pluridisciplinaire, que sais-je, et qui en fait sont rapidement vidés ou ne trouvent pas leur place. Donc que le label vienne quelque part concrétiser et faire une opération vérité sur ces situations-là, pourquoi pas, mais je ne le vois pas aujourd'hui. Enfin, j'aimerais que vous nous disiez concrètement qu'est-ce qu'on peut en espérer comme plus-value réelle. Merci. Monsieur Pierre Laroy. Oui, Madame la Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la question du Dilico 2. L'an dernier, on avait pensé que le Dilico 1 était conjoncturel. Maintenant, on a le sentiment qu'il est devenu structurel pour le budget de l'État. C'est quand même une vraie question, avec évidemment des conditionnalités qui sont devenues qui se sont renforcées par rapport à l'an dernier. Notamment, je donnerai des exemples, et bien évidemment, je sais ce qu'a décidé la Commission des finances du Sénat, mais la question sur les intercommunalités et les régions est une question aujourd'hui, me semble-t-il, importante. Ce sont elles qui aident les entreprises à pouvoir venir s'installer dans nos territoires. Donc ça me semble être un aspect qu'il faut absolument tenir en place. Je voulais évoquer aussi le fonds vert. Je crois que le 25 septembre 2022, le président de la République avait dit que la planification écologique était quelque chose de particulièrement important. Le fonds vert était à plus de 2 milliards, il est à 650 millions. Comment va-t-on faire lorsqu'on leur demande aux collectivités locales d'investir pour réduire l'empreinte carbone? Je ne reviendrai pas sur la question du remboursement du FCTVA, vous y avez répondu quand même, mais ça posera quand même un problème de trésorerie. Et on sait bien aujourd'hui, Madame la Ministre, que les taux d'intérêt ne sont plus ceux qu'il y avait il y a quelques années. Donc ça posera quand même un problème de coût à la fin, sur les équipements qui ont été faits, et je crois qu'il ne faut pas le négliger. Quatrième aspect, c'est sur le fonds de sauvegarde pour les départements. Vous avez changé un peu la façon de voir l'indice de fragilité, notamment. Et l'an dernier, c'était 300 millions, me semble-t-il. Cette année, c'est 600 millions. Je voudrais savoir combien de départements, l'an dernier, ont pu toucher ce fonds de fragilité et combien envisagez-vous cette année que ça soit le cas. Merci. Monsieur Éric Kerrouche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, très rapidement, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Jean-Michel Arnaud sur la DPEL. C'est dommage d'une certaine façon que nous soyons amenés, c'est ce que nous allons faire collectivement, à déposer un amendement pour augmenter le
le volume de celle-ci, parce qu'au vu de la loi dont on espère tous qu'elle sera votée sur le statut de l'élu, cette loi n'est pas grand-chose si elle n'est pas assortie en même temps de la promesse d'augmentation du DPEL, parce que c'est la condition de la mise en place du statut, en tout cas pour les communes les moins peuplées. Donc c'est regrettable qu'on n'ait pas eu les deux mouvements en même temps, la loi et la DPEL, qui soient directement intégrés dans le budget. Mais je suis sûr, c'est une salle qui convient aux requêtes, sinon aux prières, mais je suis à peu près certain que nous allons aboutir à un accord sur ce point, parce que sans cet accord, je pense que on serait pris collectivement en défaut vis-à-vis des élus qui nous ont fait confiance s'agissant du statut. Deuxième point, rebondir aussi sur la prime régalienne que je ne comprends pas très bien. Il y a une disposition dans la loi sur le statut de l'élu, à laquelle vous n'êtes pas étrangère d'ailleurs, qui consiste à faire en sorte qu'il y ait un rapport du gouvernement pour quantifier le pourcentage de l'activité des maires qui est dédié aux activités directement liées à l'État. Et je pense que, avant de prendre cette mesure qui, je le crois, a été mal comprise, on aurait pu attendre ce rapport pour savoir s'il n'y avait pas des variations à opérer éventuellement en la matière. Et je crois que là, le Premier ministre a été un peu vite, et en grillant cette cartouche, ça risque d'avoir de mauvaises conséquences sur les mesures que nous pourrions être amenés à prendre ultérieurement. Dernier point mais de manière très rapide, parce que ça vous concerne pas, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur, mais je vous le dis quand même. Il y a une indemnisation qui est donnée par l'État aux communes pour les opérations électorales. Cette indemnisation, elle s'élève à 44,73 € de mémoire par bureau de vote et à 0,10 € par électeur. Il s'avère que, selon les estimations que nous avons, cette indemnisation ne couvre que 15% des dépenses effectives liées à l'organisation des élections, et que, accessoirement, elle n'a pas été relevée depuis 2006. Et que donc, au vu du programme de l'année prochaine, je pense que ça serait une bonne chose, on va dire, de prendre cette indemnisation en considération, pour faire en sorte que, justement, les communes soient en situation de bien tenir les opérations électorales. Je vous remercie. Merci. Et Madame Anne-Sophie Patru. Merci Madame la Présidente. Alors, comme il me revient l'honneur de conclure, tout a quasiment été dit, dont certaines questions. Voilà. Non, mais de conclure la série de questions, chers collègues. Rejoindre mon collègue Éric Kerrouche et déjà saluer l'annonce du gouvernement de bien tenir compte des engagements que nous avons pu prendre collectivement sur la proposition de loi sur le statut de l'élu, avec l'espoir qu'elle soit votée rapidement à l'Assemblée nationale, bien évidemment. Je ne mets aucune pression sur nos collègues de l'Assemblée. Et puis, rebondir sur la question d'Olivier Bitz, on a quand même beaucoup de questionnements et d'incertitudes de nos élus locaux, y compris lorsqu'on est en circo, sur la possibilité et l'hypothèse du vote d'une loi spéciale de l'adoption d'un budget via loi spéciale plutôt que l'adoption classique. Vous avez parlé de la DETR, des impacts sur la DETR. Il y a aussi une question sur les impacts sur l'organisation et le financement des élections municipales. Et je voulais savoir si on pouvait avoir quelques précisions supplémentaires liées à cette question qui, à mon avis, est plus qu'une hypothèse. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Merci à tous. Alors, François Bonhomme, moi je pense que quand quelque chose marche, ça doit être inspirant. Vous l'avez dit, France Service, quand ça a été créé, on s'est dit non mais c'est quoi ce machin, rassembler les gens, qu'est-ce qu'on y met? Enfin moi je me souviens des débats. Bon, le truc, alors en l'occurrence c'est un truc qui marche.
chacun le sait, et ça marche tellement bien que les médias n'en parlent pas. Et pour ceux qui ont été maires, vous savez, quand vous avez décidé d'un truc dont personne ne parle, c'est que ça marche vraiment très très bien. C'était une très bonne idée. Donc tous ceux qui l'utilisent trouvent ça génial. Et vous avez là, à France Service, enfin, l'accomplissement de formalités qu'on n'a jamais eu. Moi, je n'ai jamais vu une commune, y compris de 100 000 habitants, où vous faisiez faire votre dossier de retraite. Aujourd'hui, vous le faites faire dans France Service. La première que je suis allée visiter, je me suis dit, ça doit être une visite Potemkin, quoi. Ils m'ont trouvé des gens contents et tout ça. J'en fais 2, j'en fais 3, j'en ai fait 50. Partout, les gens trouvent qu'il y a un vrai service, ça les rassure, parce qu'il y a de l'accompagnement humain, et le personnel est remarquable, je les remercie. Donc, quand un truc marche, faut qu'on en parle. Et on peut douter, mais on peut essayer. Sincèrement, moi, je vous le dis, mais avec beaucoup de conviction, et c'est une conviction personnelle. Partout, je suis allée dans 52 départements. Et quand je vais dans des départements, je ne vais pas toujours dans la grande ville, et y compris dans les grandes villes, vous avez problème d'accès aux soins. Mais partout, j'ai entendu les gens qui disent, qui redisent, et les élus, notre gros problème, c'est l'accès aux soins. La Haute-Saône, un dentiste pour 9000 habitants, c'est la MSA qui a enclenché un truc de Bucobus et tout ça. Et vous avez effectivement, François Bonhomme, vous avez raison, ce sont les collectivités qui se sont investies de ce truc. Aujourd'hui, vous avez des collectivités qui ont même embauché des médecins, et c'est compliqué pour certaines communes. Et que vous avez un moment où ça ne pourra pas le faire. Ça veut dire qu'on va avoir de la dégradation. Et que le dispositif France Santé, il vient avec le fait que nous allons, dans 5 ans, et c'est long, retrouver les effectifs du numerus clausus d'avant. On va généraliser dans les lycées, dans les départements, les dispositifs options métiers de la santé, parce qu'on sait que les médecins s'installent à plus de 40% là où ils ont été formés. On va généraliser dans le temps une première année de médecine dans tous les départements. Il y a les médecins solidaires, bon voilà. Et puis, le France Santé. Alors, pardonnez-moi, le sénateur, il est très cohérent. Moi, je suis plus sénatrice, mais ça m'arrive d'être un peu cohérente. Et je dis, tout le monde me dit, ah non, mais l'État, il n'est jamais auprès des collectivités, il nous laisse faire des trucs, il nous abandonne. Bon, franchement, là, on vous dit, il y a 2000 France Santé qui sont des structures qui existent, qui ont besoin d'être confortées, pérennisées. L'État dit, je reconnais ce que vous avez fait, et avec 4 critères, je vous permets de pérenniser le service aux habitants par une aide de 50 000 €. Alors moi, si on me dit que c'est une idée nulle et que c'est juste mettre un label, franchement, vous voyez bien l'effet que ça me fait. Moi, ce n'est pas un label. Je suis allée à 40 ans les Marais, dans la Manche, où il y a un maire qui s'est débattu pour avoir une maison France Santé. Il a réussi son truc parce qu'il l'a fait avec les professionnels et l'ARS. Et le maire me dit... moi, j'aurais un temps de secrétaire médical, ça me permettrait d'accueillir d'autres patients, mais j'y arrive plus. Là, on apporte, sous réserve, je vous dis, d'un rendez-vous sous 48 heures, de tarifs conventionnés, d'un fonctionnement du lundi au vendredi, on apporte, ça peut être à la commune qui porte ça, 50 000 €. Moi, je ne vais pas aller dire au maire, on aurait pu, mais on n'a pas fait. Bon, maintenant, moi, je respecte l'opinion de chacun, mais je vous parle franchement et sincèrement. Bon, voilà. Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires qui vont aller voir leur ARS et leur préfet en disant « Alors, j'ai entendu dire qu'il y a entre 15 et 20 structures de santé qui vont être labellisées avant fin décembre. Monsieur le préfet, vous pouvez me dire lesquelles vont l'être ? Et que vous allez avoir la possibilité... dans un endroit où il ne reste que la pharmacie, où la pharmacie ne trouve pas de repreneur. Et si la pharmacie s'en va, c'est l'infirmière, voilà. On va pouvoir, si la pharmacie, elle s'appuie sur un réseau en lien avec des médecins, si elle fait de la télémédecine qui est utile, on va pouvoir l'aider. Non mais sincèrement, moi je vous le dis avec sincérité, franchise, proposer ça, c'est 130 millions d'euros par an à terme.
Bon, voilà, maintenant, vous disposez. Moi, je ne peux pas vous dire mieux et je respecte. Voilà. Donc après, le Dilico... Alors, Pierre, là, j'ai un peu répondu. Voilà. Alors, l'année dernière, on n'a pas inventé de conditions. Mais en général, j'ai l'impression que dans ce pays, on ne peut pas s'empêcher de perfectionner. On va le dire comme ça. Voilà. Bon, bref. Oui, mais mais moi, j'assume. Voilà. Bon, maintenant... le Dilico, on ne pique pas l'argent, on le restitue. Non, non, mais on est d'accord. Non, mais moi, j'aime les choses vraies, et tu penses exactement comme moi. Les départements, j'en ai parlé, et tiens, réponse à votre collègue qui est parti. Sur les départements, on a des dépenses obligatoires. Vous savez qu'il y a une expérimentation sur la recentralisation du RSA. Voilà. Eh bien, suivons ça avec intérêt. Parce que quand on décentralise, je veux dire, si on dit qu'on regarde ce que fait l'État, à un moment, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut rendre à l'État. Moi, je ne sais pas. Donc, suivez l'expérimentation de la recentralisation du RSA. C'est une dépense obligatoire décidée par l'État et par la loi. On demande au département de faire un chèque. Donc, réfléchissez à ça, parce que je trouve que c'est pas mal. Le fonds vert. Alors oui, si j'étais désagréable, je dirais qu'en 2022, il n'y a pas de fonds vert. Donc, on a plus qu'en 2022 où on n'avait rien. Ce qui est vrai. Maintenant, je dirais deux choses. Quand on a 3 400 milliards de dettes, tu es obligé de trouver une diminution de dépenses. Bon, on a proposé ça. Non, non, mais Pierre-Alain, est-ce que tu connais des collectivités ou des préfets qui aujourd'hui vont mettre de la DETR sur des projets qui ne sont pas vertueux écologiquement? Moi, je ne connais pas de maire qui ne refait pas une école et le préfet, il regarde. Donc, la DETR, elle vient aussi aider. TVA, bon, on en a parlé. Éric. Alors, Éric... Bon, j'ai entendu. Alors, je sais que ça aurait été mieux que la proposition de loi sur le statut de l'élu soit votée avant. Bon, c'est comme ça. Mais le gouvernement est tellement sérieux, cher Éric, qu'il sait qu'il va y avoir un engagement et qu'avant même que la loi soit votée, il va inscrire les dépenses générées par le vote de la loi. Donc, c'est quand même à saluer, c'est-à-dire on fait les choses avant que ce soit voté. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai. Non, non, mais voilà, je suis heureuse de vous éclairer. Donc, voilà, c'est mieux d'agir plutôt que d'attendre. Alors, on a dit qu'il y aurait un rapport, il y a une prime. Bon, quand même, voilà, pas mal. Maintenant, j'ai entendu, pourquoi 500 €? Alors, moi, je vois bien, on pourrait se réunir avec les députés. Alors, 500, on va passer à 1000. Ah non, 1000, c'est 1100. Et puis, à 1 million d'habitants, on va faire ça. Enfin, bon, à un moment, alors, vous allez me dire que c'est symbolique, mais c'est 500 € pour plus de 34 000 maires. C'est la reconnaissance que le maire, il accomplit à un moment des actions au nom de l'État. Et on n'a pas voulu mêler ça à l'indemnité, parce qu'il s'agit d'autre chose. L'indemnité d'élu, c'est pour les frais générés. Mais je comprends ce que tu dis. Mais moi, je n'ai pas l'esprit chagrin, quoi. C'est là, je suis sûre qu'il y a des gens qui un jour diront qu'il faut la revaloriser. Et puis, tu as parlé de l'opération des dépenses liées aux élections. Alors, j'entends qu'il faut sans doute regarder ce sujet, parce que si ça n'a pas été revalorisé depuis 2006, bon, je pense que là, on ne va pas forcément le faire. Et puis, je répondrai aussi à ta question en répondant à la question d'Anne-Sophie Patru. Et que, cher Éric, encore une fois, je l'ai dit en démarrant, moi, je salue l'ensemble des bonnes volontés, il y en a eu partout, sur la PPL, statut de l'élu. Alors, Anne-Sophie, c'est la dernière question, mais ce n'est pas la moindre, quoi. Parce qu'on a eu l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de budget. Une loi spéciale, je rappelle, ce n'est pas un budget, c'est une solution d'urgence pour pas qu'on connaisse le shutdown que connaissent les Américains. Alors après, moi, je peux vous faire la liste de ce qui va arriver, enfin, de ce qui ne pourra pas se produire.
On va prendre la DETR, porter 1 milliard. Eh bien, il n'y a pas de DETR. Les fonds de sauvegarde pour les départements portés à 6 millions, à 600 millions, on considère qu'on en a parlé, mais on n'a fait que ça et on arrêtera d'en parler parce qu'ils n'y seront pas. Il n'y a pas d'augmentation de France Service, on ne crée pas 100 maisons en plus. Les maisons France Santé, les France Santé, non plus. Voilà. Et puis pour terminer, alors le statut de l'élu, ça peut être pareil sur la DPEL et tout ça. Et puis, enfin, sur les opérations électorales, et c'est pour ça que j'ai dit je compléterai ma réponse, les élections auront lieu, mais l'indemnité versée par l'État ne pourra pas se faire. Je suis désolée de terminer sur une note là. Madame la ministre, je vais vous laisser une occasion de vous rattraper parce que nous avons encore des questions. C'était la dernière de la salve de questions. Très bien. Mais il va nous rester Monsieur Marguerite, Madame Belliot et Madame Schillinger, Monsieur Bourgi étant, je crois, parti. Monsieur Marguerite. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, rapidement, j'ai une remarque et une question. Oui. Une remarque sous forme de rebond d'ailleurs par rapport à ce qu'ont dit les collègues tout à l'heure sur l'affaire des valeurs locatives sur les établissements industriels, qui n'est pas une petite affaire. Oui. On parle ici de la parole de l'État, qui, je le rappelle, en 2021, s'est engagé à compenser strictement la baisse de 50% sur les établissements industriels en compensant avec la dynamique. Et c'est sur la base de cet engagement que les collectivités territoriales ont investi et ont investi au soutien de dépenses d'attractivité, de santé, parce que quand on accueille des établissements industriels, je parle pour un territoire que je connais bien, le mien, notamment sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables ou sur l'industrie navale, ça suppose des investissements particuliers. Et on le fait en connaissance de cause, en croyant la parole de l'État. Et donc, je ne suis pas convaincu par l'affaire des 4 milliards dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'on peut dire, mais on revient simplement avec la baisse de 25% à ce qui se faisait avant, mais la dynamique, elle est liée peut-être à l'augmentation des bases, mais elle est liée d'abord aux établissements industriels, et c'est une dynamique que ces collectivités auraient. Donc, elles auraient pu en bénéficier largement sans qu'il y ait la baisse des 50%, et en effet, l'objectif de réindustrialisation du pays, je crois qu'il est largement partagé, et que les collectivités concernées y ont largement contribué. Et c'est un mauvais message pour l'avenir, pour les territoires qui sont concernés par de nouveaux projets industriels de très grande envergure et surtout un très mauvais message sur la confiance entre les collectivités et l'État. Ce qui m'amène à ma question sur la santé. Je ne reviens pas sur ce que disait le collègue François Bonhomme, puisque vous avez fait ces annonces dans un département cher à mon cœur, département de la Manche. Et je suis un peu sceptique pour tout vous dire aussi, je n'ai pas senti un enthousiasme total, débordant sur la question de France Santé, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Et parce que précisément il y a la question de la confiance, parce que quand vous annoncez 50 000, qu'est-ce qu'ils se disent les élus? Ils se disent mais c'est pour cette année, ça va être conduit par conduit. On parle de la confiance de la parole et dans la parole de l'État. Et donc je voulais vous interroger sur la santé. Vous avez dit, Madame la Ministre, vous avez fait allusion, je crois, au protocole entre l'État et les régions sur les infirmiers. C'était une très bonne mesure, en effet, que dans le cadre du Ségur de la santé, l'État s'engage à payer des places supplémentaires dans les régions pour les infirmiers et les infirmières. Et ça avait du sens. Sauf que, là non plus, on a un problème de parole tenue. Je vous rappelle que l'ancien Premier ministre, François Bayrou, le 8 janvier dernier, a écrit aux régions pour dire, pour l'année qui vient, puis fini. Sauf qu'une formation d'infirmier, ça ne dure pas un an. Et c'est un engagement pluriannuel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je déposais un amendement pour rétablir la pluriannualité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, très concrètement, c'est qu'il n'y a pas une région qui inscrit les places supplémentaires sur Parcoursup, faute du budget qui avait été promis par le Premier ministre à l'époque. Donc je voulais, comme vous disiez, vous réjouissiez de cette mesure tout à l'heure, savoir si vous aviez des informations supplémentaires qui seraient de nature à nous rassurer. Merci. Madame Nadine Belliot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, une
une question et une suggestion. Une question concernant le contrat de présence postale territoriale. Savoir où en est ce financement et ce contrat qui est à hauteur, comme vous le savez, le Fonds postal national de péréquation est à hauteur de 174 millions. Et donc savoir si le gouvernement s'engage dans le cadre du contrat de présence postale, comme cela avait été 2023-2025, dès 2026 en fait. Donc ça, je crois que c'est encore... Alors peut-être que la réponse a été donnée, mais c'est encore en question. Donc voilà. Et puis vous dire concernant la santé, le gouvernement et nous savons nos administrations extrêmement inventives, créant de merveilleux dispositifs avec 2 jours par-ci pour un médecin ou d'autres idées. Moi, je veux juste vous dire, peut-être que vous pourrez relayer ça auprès de votre collègue de la santé, c'est qu'il existe quelque chose qui fonctionne très bien. Et je pense que nous devrions nous en inspirer et partir et travailler avec eux parce que c'est Médecins Solidaires. Médecins Solidaires, c'est une plateforme de médecins, 800 médecins sur une plateforme. Grosso modo, 1/3 de retraités, 1/3 d'actifs, 1/3 de jeunes diplômés. Chacun vient s'inscrire. Il passe une semaine dans la commune, une semaine chacun, sur 50 ou 51 semaines sur 52. Du lundi au samedi midi. J'avais une petite crainte en milieu rural que ce turnover, entre guillemets, gêne beaucoup, surtout nos personnes âgées, en s'inquiétant du dossier médical. Pas du tout. C'est vraiment à 100% de satisfaction. La difficulté est surmontée parce qu'en fait, c'est un centre de santé et c'est donc l'employeur, ce qui n'est pas le cas et qui pose un problème dans le dispositif voulu par le gouvernement à 2 jours. Un médecin viendrait 2 jours. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, sincèrement, je trouve que quand les choses fonctionnent, et je sais votre pragmatisme, eh bien, il faut peut-être partir de ce qui existe et qui fonctionne bien. Des médecins présents toute l'année, une semaine, ils tournent, ça ne pose aucune difficulté et c'est vraiment assez étonnant et bluffant. Donc voilà, je me dis que relayer cette idée. Merci. Madame Patricia Schillinger. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis désolée, j'ai une voix cassée. Moi, je viens sur les occupations illicites dans les communes. C'est un sujet très délicat et génère beaucoup d'agacement et d'investissement de la part des élus. François-Noël Buffet et Monsieur Bruno Retailleau, on avait un groupe de travail et suite à ce groupe de travail, il y a bientôt un texte qui va être déposé. Mais moi, je voulais faire quand même remonter le sujet d'investissement qu'ont les communes, parfois de 20 000 euros, 10 000 euros, parce qu'ils doivent protéger des lieux stratégiques comme les stations d'épuration, parce qu'ils stationnent devant l'école. Ils doivent de plus en plus mettre des rochers ou autres. Est-ce qu'il ne serait pas possible de flécher, soit dans la DSIL ou dans la DETR, une aide dédiée à ces communes qui font vraiment d'énormes investissements de barrières, vraiment de protection, parce que ça a un coût, et souvent dans l'urgence, parce qu'ils ne peuvent pas le faire autrement. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir par département, parce que je ne pense pas que tous les départements soient impactés, mais nous, on a à peu près 400 caravanes en ce moment. Le préfet fait énormément. Il casse les coffrets électriques, vraiment, il laisse vraiment des déchets pas possibles. Maintenant, ils font du terrassement aussi sur terrain privé comme terrain public. Les investissements ne peuvent pas se faire. Donc, vraiment, de réfléchir comment est-ce qu'on peut flécher peut-être au moins pendant un temps donné ou l'expérimentation, parce que ces communes, c'est vrai que 20 000 par là, 10 000 par là, 30 000 par là, ça a un budget, et puis c'est des budgets qui ne sont pas prévus dans des petites communes comme 3 000 habitants ou 2 500 habitants. Merci Madame la Ministre. Merci, et enfin Madame Lana Tetuanui. Oui, merci Madame la Présidente. Comme dirait l'adage, le meilleur pour la fin, quoi. Madame la Ministre, 2 questions. Le FIT,
puisqu'il n'y a pas plus tard que 3 semaines, j'ai réussi à entraîner la majorité des élus de l'Assemblée de Polynésie qui avaient été consultés par le gouvernement sur la réforme des dotations, à savoir la DETR, le DECIL et le DPV, dotation à la politique de la ville, dans un seul fonds investissement des territoires, que la Polynésie française a voté favorablement à l'Assemblée de Polynésie. Ma question, est-ce que c'est toujours d'actualité? Première question. Deuxième question, Madame la Ministre, l'annonce du Premier ministre sur les 500 € de primes annuelles. À un moment où on demande à tous les Français, mais à tous les Français, de serrer la ceinture, puisque si le statut de l'élu, que je félicite par avance, était voté à l'Assemblée nationale avec une revalorisation des indemnités prévues à l'intérieur, en sus, on va venir rajouter cette prime, je reste dubitative, pour ne pas dire un peu partagée sur cette annonce. Les élus ne demandent pas l'aumône, Madame la Ministre. Je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a toujours de l'argent, alors il faut arrêter alors de nous dire qu'il n'y a plus de crédit, qu'on a une dette abyssale, puisqu'on s'amuse à envoyer des annonces. La reconnaissance du travail qui est fait par les serviteurs de l'État qu'on appelle les maires, aussi bien ici en France ou dans nos outre-mer, je veux bien, mais l'annonce du Premier ministre, là, je reste sans voix. Non, je pense à tous ces petits, à tous nos citoyens à qui on demande aujourd'hui de faire beaucoup d'efforts. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le sénateur Mario, je suis OK sur le VLEI, enfin, j'entends. La réponse que je peux faire, et je ne fie pas votre question, elle est simple. Quand on a 3 400 milliards de dettes et qu'on cherche à se redresser, à un moment, ça se voit quelque part. Et ça, c'est rarement au très bon endroit, parce que ça voudrait dire qu'on a eu les uns et les autres des poches de dépenses inutiles. Voilà ce que je peux vous répondre. Ça, c'est impossible, quand j'entends les choses. Sur les France Santé. Alors, moi, je vous parle encore une fois très librement. J'entends... j'ai pas de sujet avec des personnes qui me disent on n'y croit pas. D'abord, ce n'est pas que de la pub. Moi, j'ai vu des maires qui me disent si nous, on n'arrive pas à muscler un secrétariat médical, on ne tiendra pas. Et donc, c'est l'État qui met au service des collectivités qu'on met en place un service. Donc, je répète d'une manière basique, si les collectivités ne veulent pas des 50 000 €, non mais ça n'est pas obligatoire. Maintenant, je vous le dis, je trouve que quand on a dans toutes les études d'opinion le sujet obsédant pour chaque habitant, c'est l'accès à la santé, moi je vous le dis, et je ne suis pas un agent de propagande, je salue la volonté du Premier ministre de dire on veut garantir à chacun un rendez-vous médical sous 48 heures, à la fois par une maison de santé fixe et par une maison, enfin une France Santé mobile, et que c'est l'État qui vient accompagner l'effort de la collectivité, alors que jusque-là, ce n'était pas le cas. Sincèrement, ah mais si vous ne voulez pas de l'accompagnement de l'État, moi, je n'ai pas de sujet. Eh bien, très bien. Donc, écoutez, si tout le monde l'a fait et si les collectivités disent non, on n'a pas besoin de l'État, je prends acte. Mais non, mais moi, je vous le dis très librement et je ne suis pas contrariée. Moi, je pense, il faut qu'on en reparle. Et l'année prochaine, on va voir le nombre de communes qui vont se précipiter pour faire partie des 2000. Bon, mais vraiment, je pense que c'est un truc qui va marcher et qui est une réponse à l'angoisse de nos concitoyens.
En tout cas, on ne pourra pas dire l'État n'a rien fait. D'ailleurs, ça m'amène à parler des IFSI, les formations des infirmiers. Vous avez raison, monsieur le sénateur, c'est Jean Castex qui s'était engagé à faire ça. Et nous allons tenir la promesse, puisque le Premier ministre a dit, devant les régions de France que nous avons rencontrées, que nous couvririons cette formation des infirmières dans notre territoire. Non, mais le projet de loi... Non, mais... Oui, mais... Alors, monsieur le sénateur, je sais que vous êtes réveillant, Itaquin, et je peux répondre. Je rappelle qu'il y a un calendrier qui rend obligatoire la transmission du budget à des dates particulières. Voilà. Et que le Congrès des régions de France a eu lieu après ce dépôt. Et que nous avons eu avec le Premier ministre une séance de travail très importante avec les régions de France. La question a été posée par un président de région, ça a été entendu, et voilà la réponse que je peux vous apporter, que si ça n'était pas inscrit dans le budget initial, en soi, voilà, c'est OK. Donc il y aura une enveloppe. Alors quand je dis couvrir, je ne vous dis pas avec assurance la couverture de la totalité, mais en tout cas, voilà. Ça devrait marcher. Nadine, question très importante sur la présence postale. On y travaille très fortement, parce que vous avez été très actifs comme d'habitude. On est en train de travailler avec Bercy. Voilà, on est en train de travailler avec Bercy. Ensuite, vous avez parlé des médecins solidaires. C'est tellement génial que l'État subventionne. C'est une émanation de l'association Bouge ton coq. C'est un truc génial. Ce sont des médecins qui peuvent habiter à Lyon, à Marseille, je ne sais pas où, et qui décident. C'est un peu comme les médecins sans frontières. Ils décident pendant 3 semaines d'aller dans un autre territoire, à la fois prendre l'air et exercer comme médecin. Et donc, ils vont dans une maison de santé qui est organisée. C'est tellement bien qu'on subventionne. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un truc qui marche. Ils ont été récompensés à la Fédération des trucs qui marchent. Et moi, je pense que le truc proposé par l'État va marcher aussi et que ça n'est pas qu'un label et un tampon. Madame la sénatrice Patricia Schillinger, j'ai entendu la question, je ne peux pas répondre, parce que la DETR, il n'y a pas de subvention sur ce qui est souvent des dépenses de fonctionnement. Mais c'est un vrai sujet. Alors, Madame la sénatrice Tétonier, alors moi je crois beaucoup à la différenciation. Vous venez encore de le montrer, c'est-à-dire en Polynésie, vous n'avez pas du tout le même avis que les sénateurs. Vous adorez le FIT, on ne les a pas convaincus. Donc, à ce stade, le FIT, il passera pas. Et le milliard, en plus, il risque de ne pas passer du tout, en fonction de la loi spéciale. Voilà. Les 500 €, Madame la sénatrice, moi j'entends, et bon, voilà, le truc, il est arrivé vite, il est arrivé fort, et on me dit qu'on ne l'a pas compris. Bon, moi, comme vous, j'ai vu des tas d'élus locaux. Il y en a aussi qui m'ont dit, bon, le Premier ministre nous avait écrit en disant, je reconnais votre engagement au service plus qu'au service de l'État. C'est-à-dire, vous êtes à certains moments en accomplissement d'actes au nom de l'État. Je reconnaîtrai ça. 1 mois et demi après, il le fait. Alors, ça peut être passé, voilà. Mais moi, je n'en veux jamais à un homme ou une femme qui tient sa parole et sa promesse. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous allons pouvoir partir en séance discuter des retraites. Merci. J'espère que je ne vous ai pas empêché. Oh là là, ça y est. Merci vraiment de vos éclairages. Merci de vos éclairages.